Bon, mais il est midi et une, donc on va commencer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mathieu Menir, co-responsable de la fonction renforcement des capacités du réseau 1 Québec. Puis, je vous souhaite la bienvenue à un autre webinaire de notre réseau. Le titre du webinaire aujourd'hui, c'est Travail de proximité du pharmacien dans un GMF, premier constat. Donc, nos invités sont Lynn Guénette et Priscille Nice-Sanon. Je peux vous dire que notre webinaire sera un peu différent aujourd'hui parce qu'on expérimente un nouveau format pour les webinaires afin de les rendre plus intéressants et plus interactifs. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons le plaisir d'accueillir Lynn Guénette et Priscille Nice-Sanon. Lynn est chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec et professeure agrégée à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Elle est également pharmacienne au CIUS de la capitale nationale. Et ses recherches visent à mieux mesurer et comprendre les problématiques d'usage de médicaments dans la population. Pour sa part, Priscille est étudiante à la maîtrise en sciences pharmaceutiques sous la direction de Lynn. Et elle est également aussi co-responsable patiente pour la stratégie d'engagement des patients du public de l'unité soutien pour le pôle du RUIS U-Laval. Donc, merci à vous deux d'être avec nous. Puis, ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est que nous avons invité une troisième personne pour réagir à la présentation de Lynn et de Priscille. Il s'agit de Marie-Claude Laure. Donc, Marie-Claude est pharmacienne-chef pour l'hôpital de Montmagny du 6 Chaudière-Appalaches. Donc, Marie-Claude aura environ 10 minutes pour offrir un point de vue un peu terrain suite à la présentation de Lynn et de Priscille. Avant de commencer la présentation, je veux tout d'abord vous donner quelques petites consignes. Donc, cette séance est enregistrée et sera conservée dans la bibliothèque de présentation du réseau 1 que vous consultez sur le site web. Donc, on vous invite à fermer vos micros pendant la présentation afin d'augmenter la qualité sonore. Puis, suite à la présentation de Lynn et de Priscille et aussi la présentation ou la réaction de Marie-Claude, là, on va vous ouvrir la période des questions. Puis, vous pouvez poser vos questions de deux manières. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main ». Puis, Sabrina Gay-Bélanger vous donnera la parole. Vous allez pouvoir poser votre question de façon orale. Puis sinon, à tout moment pendant la présentation, vous pouvez écrire votre question dans la boîte à questions, dans votre panneau de configuration. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis je vais les lire à Lynn ou à Priscille ou à Marie-Claude après les présentations. Donc, comme notre période de questions sera peut-être un peu plus courte aujourd'hui, si jamais on ne réussit pas à couvrir toutes les questions, bien là, vous pouvez juste nous écrire à Sabrina Gay-Bélanger, puis on va diriger votre question directement à Lynn ou à Priscille. Donc, bienvenue à vous tous. Merci encore une fois à Lynn puis à Priscille d'être avec nous, puis Marc-Claude aussi. Donc, on va prendre une minute pour changer de présentateur et je céderai la parole à Lynn qui va commencer. Donc, merci et bonne conférence à tous. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Lynn. Je suis en compagnie de Priscille Nice ici. Et derrière, il y a Majda Samir Abdine, qui est aussi une étudiante à la maîtrise, qui travaille sur ce projet de recherche-là avec nous. Donc, on est très contente de vous présenter les résultats du projet de recherche sur un tout nouveau rôle du pharmacien, celui de travailler directement dans les groupes de médecine de famille avec les autres professionnels, bien entendu. Donc, pour ce qui est des conflits d'intérêts, la seule chose que j'ai à déclarer, c'est que j'ai déjà eu une subvention de recherche sans restriction d'une compagnie pharmaceutique. Par contre, il n'y a aucun lien avec la présente présentation, puis on n'a aucun autre conflit d'intérêts à déclarer, ni moi, ni Priscille. L'équipe du projet. Donc, en plus de nous trois, il faut mentionner que l'équipe comprenait au départ Lise Grenier-Gosselin, qui est pharmacienne clinicienne, mais qui a pris sa retraite l'an dernier. Lise avait obtenu là, la subvention de recherche du réseau 1 en collaboration avec moi. Priscille s'intéresse dans le projet à tout ce qui a trait à la collaboration intra- et interprofessionnelle, tandis que Majda s'intéresse aux aspects qui ont trait aux impacts cliniques sur la pharmacothérapie, donc la partie que je vais présenter.
faut aussi mentionner là, la collaboration de 6 pharmaciens dans ce projet-là qui travaillent dans les milieux qui ont été évalués. Puis je suis contente de voir qu'il y a des pharmaciens qui assistent à la présentation aujourd'hui. Donc, si jamais ils ont des choses à partager là, à la discussion, mais ce serait vraiment intéressant de le faire. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter les premiers constats qui ont été dégagés du projet de recherche. Pour ça, je vais expliquer un peu d'où est parti le projet. Je vais vous présenter le modèle qu'on a testé, les milieux qu'on a évalués, les objectifs qu'on a poursuivis avec le projet. Moi, je vais m'attarder à vous présenter la méthodologie et les résultats qui sont en lien avec les aspects cliniques. Ensuite, Priscille va embarquer avec la méthodologie puis les résultats en lien avec les aspects plus organisationnels, donc collaboration intra-interprofessionnelle. On va ensuite discuter les résultats et conclure. Puis ensuite, bien, on va discuter avec vous, bien entendu. Ouais. Donc, le projet a pris forme avec des initiatives fin 2014 d'intégrer des pharmaciens en GMF pour faire le suivi des clientèles dans des groupes de médecine de famille. Il y avait déjà auparavant des pharmaciens qui travaillaient dans les unités de médecine familiale, mais ces pharmaciens-là étaient surtout impliqués dans l'enseignement aux résidents en médecine, là, puisque ces unités-là sont affiliées aux universités. Donc, le suivi interdisciplinaire des clientèles en GMF, c'est vraiment une nouvelle activité des pharmaciens. Au CSSS de la Vieille Capitale, qui est maintenant intégré au CIUS de la Capitale nationale, on avait la chance d'avoir des pharmaciens dans 4 milieux. Donc, il y avait 2 UMF-GMF, où la présence des pharmaciens est passée de 3 jours à 5 jours par semaine. On a eu un GMF pur et un UMF qui était en voie de devenir GMF, où la présence est passée de pas du tout de pharmacien à un pharmacien 3 jours par semaine. Plus récemment, il y a eu d'autres initiatives, donc de l'argent qui a été injecté dans le programme de gestion des GMF, qui a permis aussi l'embauche d'autres pharmaciens, principalement des pharmaciens qui pratiquent en pharmacie communautaire. Donc, c'est important de souligner que le modèle d'organisation de ces pharmaciens-là est différent. Ce sont des pharmaciens travailleurs autonomes, tandis que nous, ce qu'on a évalué, c'est vraiment des pharmaciens qui étaient affiliés à un CIUS. Comme c'est une nouvelle activité des pharmaciens, c'est encore très méconnu le rôle, autant pour ce qui est des pharmaciens eux-mêmes que pour les autres professionnels. Donc, il y avait des besoins de connaître c'était quoi les éléments qui facilitaient l'arrivée et l'intégration des pharmaciens dans ces milieux-là. Puis aussi de voir les valeurs les activités qui avaient une valeur ajoutée en lien avec les priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est-à-dire d'assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles avec des besoins particuliers, et aussi favoriser le transfert des connaissances, le partage d'informations, améliorer l'organisation du travail et le décloisonnement des structures. Dans la littérature, on avait déjà de l'information sur l'impact des activités des pharmaciens dans les cliniques de première ligne. C'était surtout des initiatives en Ontario qui ont des pharmaciens là, depuis quelques années dans les cliniques médicales. Il y avait aussi quelques études ailleurs dans d'autres pays. Par contre, ça n'avait jamais été démontré au Québec, étant donné que c'était tout nouveau. Dans les interventions des pharmaciens qui semblent efficaces, on retrouve ce que vous voyez schématisé dans le bas. Donc, les pharmaciens font des révisions de la pharmacothérapie des patients, mais aussi de l'usage que les patients font des médicaments, donc ce qu'on appelle le bilan comparatif des médicaments ou BCM. Donc, ils font la comparaison entre ce qui est prescrit et ce que le patient fait réellement pour essayer de trouver des divergences et d'améliorer ces divergences-là. Ils font de l'analyse des problèmes reliés à la pharmacothérapie, qu'on appelle dans le jargon des PRP ou des PP. Ils analysent aussi la complexité des régimes thérapeutiques dans le but de la diminuer pour que ce soit plus facile pour les patients de prendre leurs médicaments tels que prescrits et bien sûr de l'adhésion au traitement. Suite à ça, ils vont faire des recommandations et des interventions qui vont viser soit spécifiquement le patient,
soit l'équipe de soins. Ils vont faire des plans de soins pour les activités qui ne pourraient pas être faites tout de suite, donc les activités à venir, puis ils vont effectuer un suivi de tout ça. Tout ça dans le but de favoriser une thérapie optimale, de faire en sorte que les connaissances et l'usage soient appropriés, et finalement pour faciliter l'adhésion au traitement et la continuité des soins. Et ça, c'est les activités qui visent les patients. Il y a aussi des activités qui visent les professionnels qui peuvent avoir un impact pour favoriser le transfert des connaissances, optimiser les pratiques, l'organisation des soins et les collaborations intra- et interprofessionnelles. C'est surtout ces activités-là qui prévalaient avant, donc, pour les pharmaciens qui travaillaient déjà en UMF. Ces activités-là, c'est par exemple de répondre aux questions de l'équipe, faire des activités d'enseignement formel auprès de l'équipe, développer et mettre en place des outils pour améliorer les pratiques et aussi, ça peut être participer à l'élaboration de programmes de gestion des clientèles et faire la liaison avec le milieu communautaire, notamment les pharmaciens communautaires. C'est donc dans ce contexte-là qu'on a développé le projet. Notre objectif était double. On voulait autant voir l'impact de l'arrivée du pharmacien dans les GMF sur les aspects cliniques, donc sur la pharmacothérapie. Et on voulait aussi voir l'impact sur les aspects organisationnels, notamment sur la collaboration et les communications intra- et interprofessionnelles. On voulait aussi explorer les facteurs facilitants et les barrières pour pouvoir émettre des recommandations qui seraient utiles autant aux pharmaciens qui ont à jouer ce rôle-là présentement ou qui vont le jouer dans les prochainement, puis aussi pour les gestionnaires là, qui ont à prendre des décisions en lien avec les activités du pharmacien. On a évalué 4 milieux cliniques de la région de Québec pour lesquels soit les pharmaciens avaient été ajoutés, comme je vous disais, ou il y avait plus d'heures pharmaciens qui étaient bonifiés pour la partie GMF. Donc, on avait 2 pharmaciens au GMF-UMF, maintenant ils s'appellent les GMF-U, Hauteville. On en avait 2 au GMF-UMF Laval. On en avait un pharmacien au GMF Cité médicale et un aussi à l'UMF Saint-François d'Assise qui était en voie de devenir GMF. On a utilisé pour notre évaluation une méthodologie mixte, donc avec des aspects qualitatifs et quantitatifs. Pour étudier l'impact sur les aspects cliniques, on a fait une étude avant-après chez des patients vulnérables qui avaient une thérapie complexe et qui étaient référés au pharmacien par un membre de l'équipe, le plus souvent le médecin. On a fait la description de ces patients-là et des interventions effectuées et on a regardé l'impact sur les pratiques en lien avec la thérapie, donc les modifications aux problèmes reliés à la pharmacothérapie. On a aussi évalué l'impact sur la complexité du régime thérapeutique en mesurant un indice qu'on appelle le MRCI, donc le Medication Regimen Complexity Index, et on a évalué l'adhésion au traitement. On a fait des statistiques descriptives et on a fait des comparaisons, donc avant l'intervention et après, donc 4 à 6 mois après que le pharmacien soit impliqué dans le suivi du patient. Nos critères d'inclusion pour la partie d'évaluation clinique étaient les suivants. Donc, tout d'abord, le patient devait consentir à rencontrer le pharmacien. Il devait répondre à un des 2 critères que vous voyez en haut. Donc, il prenait 4 classes, au moins 4 classes de médicaments différentes ou au moins 4 prises par jour. Et il devait répondre à un des critères plus bas, donc être âgé de 70 ans ou plus et avoir 2 critères de vulnérabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, ou être plus jeune mais avoir 3 de ces critères-là, ou avoir eu une hospitalisation récente ou une perte d'autonomie récente. Pour faire la collecte de données, on a utilisé un outil informatique qu'on avait spécialement conçu pour l'étude. Les pharmaciens devaient donc colliger l'information dans cet outil-là pour chacun des patients qui étaient référés par le médecin ou l'équipe. Ensuite, les critères d'inclusion étaient vérifiés directement dans notre outil. Et pour les patients qui répondaient aux critères d'inclusion, le pharmacien devait compléter l'information que vous voyez en bas. Donc, il devait faire un bilan comparatif des médicaments,
évaluer l'adhésion au traitement et aussi corriger toutes les évaluations et les recommandations qu'il faisait en lien avec les problèmes reliés à la pharmacothérapie qu'il détectait. Il remplissait cette information-là au début du suivi et 4 à 6 mois plus tard, mais il pouvait faire plus de collectes s'il voulait en cours de route. Donc, on voit ici les patients qui ont été inclus dans l'étude. Donc, les médecins ont référé 92 patients aux pharmaciens pendant la période de recrutement qui a duré environ 3 mois, donc qui a eu lieu là, de mi-août à fin septembre 2015. Il y avait 28 patients qui n'ont pas été admissibles, donc qui ne répondaient pas aux critères d'inclusion. Et il y a 4 personnes qui ont été perdues au suivi. On s'est retrouvé à la fin avec 60 patients qui ont été répartis dans chacune des cliniques, comme vous le voyez en bas. On voit ici les caractéristiques des patients inclus. L'âge médian était de près de 75 ans. Les gens avaient, comme vous voyez, plusieurs comorbidités avec un indice de comorbidité là, à 7. Qui est quand même très élevé, c'est la médiane. La plupart des personnes étaient des femmes, à 70 %. Et là, j'ai une petite question quiz pour vous. Et je vais essayer de la faire apparaître ici. Donc, combien vous pensez que ces patients-là prenaient de médicaments en moyenne au début? Donc, vous avez le choix entre 8, 10, je m'excuse, 8, 10, 12 ou 14. Fait que je vais vous laisser quelques instants pour répondre. Donc, à 69 %, vous dites que les gens prenaient 12 médicaments en moyenne. C'est pas si pire, mais la vraie réponse, c'est 14. Et là, je ne suis capable de faire avancer. Voilà. Donc, 14,2 en moyenne, le nombre de médicaments que les gens prenaient au départ, et ça variait de 4 à 33 par personne. Je vais essayer de vous refaire un autre petit quiz. Combien vous pensez que les pharmaciens détectaient de problèmes reliés à la pharmacothérapie chez ces patients-là? Donc, vous avez le choix entre une médiane à 2, à 4, à 6 ou à 8 problèmes par patient. Et là, la majorité des gens, vous avez bien répondu. 50 % ont répondu 6, qui est la bonne réponse. Alors, on voit ici, la médiane du nombre de PRP était de 6 et ça variait de 1 à 16 par personne. On voit dans le bas aussi le nombre de recommandations que ces problèmes reliés à la pharmacothérapie là, ont mené, donc 300 interventions au total. Et il y a près de 88 % de ces interventions-là qui ont été acceptées par le médecin. On peut donc dire que c'est près de 88 % des problèmes détectés qui ont été résolus en cours de suivi. On voit ici la description des problèmes reliés à la pharmacothérapie par type. Donc, la personne pouvait avoir soit une dose trop faible, une dose trop élevée, une interaction médicamenteuse, l'absence d'efficacité ou un autre médicament serait préférable, un médicament nécessaire et pas prescrit, un médicament de la personne n'est plus nécessaire, la personne n'est pas adhérente à son traitement ou il y a un effet indésirable. Et on voit que les plus fréquents, c'est un médicament n'est plus nécessaire et un médicament est nécessaire mais non prescrit. À droite, vous voyez les PRP qui ont été acceptés par type. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que celles qui sont moins bien acceptées des recommandations, dans le fond, ont trait à la cessation d'un médicament ou à la non-adhésion au traitement. Et là, je voulais vous demander encore un petit quiz, mais je vais laisser faire. C'est l'impact du pharmacien sur le nombre de médicaments. Donc, on a été capable de faire cette analyse-là pour 38 des patients qui avaient 2 évaluations de BCM complet. Et chez ces patients-là, on voit qu'au premier BCM, les gens prenaient
en moyenne 13,5 médicaments. C'est baissé à 12,2 après 4 à 6 mois de suivi par le pharmacien. Et on a détecté, dans le fond, une différence de moyenne de 1,3 médicaments. Donc, il y avait une diminution de 1,3 médicaments en moyenne par personne et cette différence-là était statistiquement significative. Même chose pour l'impact sur la complexité du régime thérapeutique. On a l'indice de complexité, le MRCI, qui est passé de 46,2 en moyenne au départ à 40,5 après 4 à 6 mois de suivi. Et on voit aussi que chacune des composantes de cet index-là a diminué, et tout ça de façon statistiquement significative. Donc, autant ce qui concerne la forme pharmaceutique, la posologie ou les directives, comme par exemple des directives particulières, là, comme prendre en mangeant, par exemple, la complexité a diminué pour chacune de ces composantes-là. Je vais maintenant passer la parole à Priscille qui va vous présenter la partie plus qualitative du projet. Donc, pour la partie plus qualitative, nous avons procédé à des entrevues semi-dirigées au téléphone et face à face dans les 4 GMF-UMF identifiés. Lors de l'entrevue, nous avons procédé à la passation de questionnaires auto-administrés qui contenaient le PCCI, qui est l'index de collaboration pharmacien-médecin et qui a été administré à tous les pharmaciens et médecins du milieu clinique, ainsi que l'ICE, qui est l'inventaire du climat d'équipe, qui lui a été administré à tous les professionnels œuvrant dans les milieux cliniques. Donc, nous avons rencontré des pharmaciens œuvrant en GMF, aussi des médecins, infirmières et tout professionnels. Et nous avons aussi rencontré en entrevue des pharmaciens des secteurs privés et hospitaliers du territoire du CIUS. Donc, nous avons procédé à la retranscription intégrale de ces entrevues et fait l'analyse de ces textes en utilisant des logiciels comme QDA-Miner pour l'analyse et SAS pour les questionnaires. Donc, si on passe aux résultats, donc par rapport à la caractéristique démographique des professionnels rencontrés lors des entrevues, donc vous pouvez voir que nous avons rencontré 6 pharmaciens, qui sont les 6 pharmaciens qui ont été intégrés à l'automne 2014. Donc, l'âge moyen est de 37 ans, le temps d'embauche moyen est de 3,75. Pour les médecins, nous avons rencontré 13 médecins du milieu clinique, âge moyen 53 ans et le temps d'embauche moyen de 18 ans. Pour les autres professionnels, on inclut les infirmières, travailleurs sociaux, kinésiologues et psychologues. Donc, on a rencontré 11. L'âge moyen est de 40 ans et le temps d'embauche moyen de 3 ans. Pour les pharmaciens d'officine, on en a rencontré 12, âge moyen 34 ans, oui, et temps d'embauche moyen de 7 ans. Et pour les pharmaciens d'établissement, l'âge moyen de 2, on a rencontré 2, pardon, l'âge moyen de 28 ans, temps d'embauche moyen de 3 ans. Donc, si on passe aux résultats pour l'index de collaboration entre les pharmaciens et les médecins, vous pouvez voir que le CTSE test évalue 3 aspects en particulier de la collaboration entre les médecins et les pharmaciens. Tout d'abord, la fiabilité, la caractéristique des rôles et les relations de travail. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 2 types les pharmaciens ont eu à demander de répondre 2 fois au questionnaire, car le questionnaire avait été d'abord créé pour un pharmacien qui travaille avec un médecin, mais dans les cas des unités cliniques qu'on a visitées, c'est souvent 1 ou 2 pharmaciens qui travaillent avec une trentaine de médecins. Donc, pour le pharmacien, on lui a demandé de répondre tout d'abord au questionnaire en pensant à la personne avec qui il y avait une bonne collaboration et ensuite de penser à la personne avec qui, le médecin, les médecins avec qui il avait une moins bonne collaboration. Donc, vous pouvez voir les scores ici. Si on fait une moyenne des scores, le score moyen total pour un pharmacien serait d'environ 78 pour 83, ce qui est légèrement inférieur au score total des médecins. Par exemple, ce que nous pouvons aussi voir, c'est que le niveau de collaboration entre les médecins et les pharmaciens est quand même assez élevé par milieu. Et de plus, les résultats qui sont un peu plus faibles sont par rapport au rôle et les relations de travail. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une section autres professionnels à la fin du tableau. Nous avons aussi demandé aux autres professionnels de répondre à la question sur la fiabilité, la section sur la fiabilité du questionnaire, car les questions demandaient est-ce que vous jugez que ce pharmacien est fiable en quelque sorte.
Ce que nous avons pu voir, c'est que pour les autres professionnels, le score était assez élevé. Ils ont scoré 41,72 sur un score maximum de 42%. Donc, les autres professionnels se sentent très à l'aise et sont très, la fiabilité du pharmacien n'est pas mise en doute par eux. Si on regarde les résultats de l'inventaire du climat d'équipe, nous pouvons voir que les résultats ont été séparés par clinique. Ce test évaluait la participation, l'appui aux nouvelles idées, les objectifs de l'équipe, ainsi que la centration sur la tâche. Nous pouvons voir qu'un climat d'équipe qui est généralement bon indique une forte connectivité, une bonne communication, le souci de la qualité, un niveau de compétence soutenu, ainsi que du leadership au sein de ces cliniques. Donc, les cliniques ont scoré assez fort en général, excepté pour la clinique numéro 3. Mais comme vous pouvez voir que la clinique numéro 3, le nombre de participants était aussi inférieur et les résultats sont moins statistiquement significatifs. Donc, les cliniques ayant une mission universitaire comme les GMFU et les UMF ont scoré un peu plus élevé. Et avec un peu plus de recul, on peut se demander si l'interdisciplinarité ou la présence de résidents en médecine pourrait expliquer justement cette différence. Si on regarde les thèmes principaux ressortis lors des entrevues, donc toutes les entrevues ont porté sur la présence du pharmacien en GMF, UMF, et un des thèmes qui est sorti, c'est la méconnaissance du rôle du pharmacien, non seulement au niveau clinique, mais aussi au niveau de l'extérieur. Donc quand je parle de l'extérieur, je parle des autres types de pharmaciens communautaires et d'hospitaliers au sein du CIUS. Donc il y a une très grande méconnaissance du rôle, on sait qu'est-ce qu'il fait d'après les collaboration qu'on a avec lui, mais si on n'a pas de collaboration avec lui, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il fait nécessairement. Un autre des thèmes qui a été abordé, c'est la référence du médecin, donc la relation particulière que le pharmacien et le médecin ont, car le pharmacien ne peut voir de patient s'il n'a pas été à prix abord référé par le médecin. Donc le pharmacien doit justement établir un lien de confiance, démontrer ses compétences au médecin afin d'avoir des références. Un autre point qui a été soulevé, c'est l'enseignement, donc qui a une très grande place, surtout au niveau des UMF, où l'intégration du pharmacien se fait beaucoup plus facilement grâce à l'enseignement non seulement fait aux résidents, ou tout type de midi-conférence qui a lieu aussi. On peut aussi voir les thèmes comme un des thèmes qui a été abordé, c'est l'expertise. Donc, le fait d'avoir un expert du médicament, quelqu'un vers qui sait de quoi il parle, c'est une valeur ajoutée au milieu clinique. Une autre façon qu'on a vu qui a beaucoup aidé à l'amélioration, à l'intégration des pharmaciens est la gestion des cas de polypharmacie, qui sont souvent aussi les premiers cas qui ont été référés au pharmacien lors de son entrée en fonction, ou que le pharmacien a dû prendre de lui-même, de prendre les cas de gestion de cas de polypharmacie afin justement de faciliter son intégration. Un autre point thème qui a été abordé, c'est la proximité. Donc, non seulement d'avoir un expert du médicament, mais un expert du médicament qui est physiquement dans les lieux, qui connaît la façon que la clinique fonctionne, qui connaît comment les dossiers, c'est un plus. Un thème qui a été abordé aussi, c'est la grande appréciation des patients qui ont pu consulter un pharmacien, que le pharmacien est beaucoup plus accessible, il a beaucoup plus de temps pour répondre à leurs questions et pour eux, il y a plus. Aussi, une autre chose qui a été abordée, surtout par rapport lorsqu'on a fait des entrevues aux pharmaciens du milieu communautaire et hospitalier, c'est qu'il y a très peu de contacts avec les pharmaciens en GMF et les pharmaciens du milieu hospitalier et communautaire. Oui, ils sont peut-être au courant, plus après des oui-dire de qu'est-ce qui se fait, mais dans la réalité des cas, la communication, la collaboration est très minime. Donc, l'intégration des pharmaciens dans les équipes de soins en GMF demande un peu plus de temps et doit être préparée et travaillée. Donc, une mauvaise compréhension des rôles et des attentes et de l'appréhension des équipes sont des barrières à l'intégration. La formation des résidents est un élément facilitant l'intégration dans les équipes et dans les collaborations interprofessionnelles. On peut aussi voir que la présence du pharmacien dans une équipe, sa visibilité, facilite justement les éléments qui sont non seulement à favoriser la collaboration interprofessionnelle, qui est perçue comme un élément bénéfique pour l'équipe, et ont aussi des effets bénéfiques sur la satisfaction des patients. Un autre des points, c'est que la collecte d'informations nécessaires à l'évaluation est difficile à réaliser en milieu clinique car c'est des gens très occupés. Donc, si on parle des forces et des faiblesses par rapport à l'aspect un peu plus quali, c'est que
Dans les milieux évalués, nous avons eu une des forces, c'est qu'on a eu le soutien des pharmaciens des milieux et des stagiaires en pharmacie qui ont vraiment aidé à faciliter le recrutement lorsqu'on avait fait des difficultés par rapport à recruter des gens dans le milieu clinique. Une des faiblesses, c'est que la majorité des participants qui acceptent de nous rencontrer sont des gens qui ont déjà appris à avoir une attitude positive par rapport à l'intégration des pharmaciens. Dans peut-être l'ensemble de quarantaine d'entrevues que nous avons fait, on a peut-être eu 2, 3 personnes qui avaient une opinion majoritairement divergente, mais dans l'ensemble, c'est des gens qui ont déjà une attitude positive. Aussi, seulement 4 milieux, une force, c'est seulement 4 milieux qui ont été visités et tous les pharmaciens étaient affiliés à un CIUS. Et aussi, certains milieux étaient un peu moins représentés en termes de nombre et de diversité des participants, donc ce qui pourrait aussi être considéré comme une force, une faiblesse, pardon. Donc, je continue, voilà, je donne la continuité à Lina. Pour ce qui est de la discussion concernant les aspects cliniques, on pense que le modèle qu'on a évalué est faisable et qui peut avoir des impacts positifs là, sur la pharmacothérapie des patients. Les pharmaciens, comme on l'a vu, identifiaient plusieurs problèmes reliés à la pharmacothérapie chez ces patients-là, vulnérables qui étaient référés. Les interventions qu'ils faisaient étaient pour la plupart mises en œuvre et on a vu aussi qu'il y avait certaines interventions qui passaient mieux que d'autres et dans celles qui passaient moins bien, il y avait celles qui visaient à cesser un traitement non nécessaire qui était une des interventions les plus fréquentes également. On a observé des impacts bénéfiques sur le nombre de médicaments prescrits, sur la complexité des traitements. Pour ce qui est de l'adhésion au traitement, les analyses sont en cours, les résultats pour ça sont à venir encore. Et comme Priscille, on a remarqué que la collecte d'informations nécessaire pour l'évaluation de ça est très longue puis est difficile à réaliser actuellement en pratique. Pour ce qui est des forces et des faiblesses de cette section-là, la force, c'est que c'est la première évaluation de l'impact des activités du pharmacien en suivi des clientèles en GMF au Québec. Par contre, on a remarqué qu'il y avait peu de patients qui correspondaient aux critères d'inclusion qui ont été inclus dans l'étude. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit que ce n'est pas exactement ce rôle-là qu'on demande actuellement aux pharmaciens de remplir. Donc, peut-être que notre évaluation est moins généralisable à cause justement que les activités du pharmacien à l'heure actuelle ne sont pas en lien directement avec ce qu'on a évalué. Il y a une autre limite aussi par rapport à notre devis, c'est une étude avant-après. Idéalement, il aurait fallu avoir un groupe contrôle. Le devis avant-après comporte des limites qu'il faut être conscient. Aussi, on a vu des différences statistiquement significatives. Par contre, ça ne veut pas dire que ces différences-là sont cliniquement significatives. Et on a évalué seulement 4 milieux. Puis tous les pharmaciens de ces milieux-là étaient affiliés à un CIUS. Ça a contribué à la faible puissance de l'étude, mais aussi au fait que peut-être l'évaluation qu'on a faite n'est pas généralisable à l'ensemble des activités des pharmaciens dans les GMF. Donc, en conclusion, on pense qu'il faut continuer à prioriser les patients vulnérables qui ont des thérapies complexes pour le suivi en collaboration avec le pharmacien en GMF. Ce sont des pharmaciens, ce sont des patients qui ont des problématiques importantes. Par contre, il faudrait améliorer les mécanismes d'identification de ces patients-là puis de référence pour pouvoir maximiser le travail du pharmacien dans ces milieux-là. Par contre, il faut être conscient que dans le projet, on recrutait sur une période de 3 mois. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas eu tant de patients qui ont été référés. On pense aussi qu'il faudrait faire le lien, il faudrait que les pharmaciens en place dans les GMF fassent le lien avec les pharmaciens communautaires pour tout ce qui est des références pour des cas qui sont moins complexes, parce que ces cas-là peuvent très bien être gérés par les pharmaciens en milieu communautaire. Il faudrait aussi essayer d'améliorer les dossiers cliniques pour être capable de documenter tout ce qui est indicateur de qualité des soins pharmaceutiques. Et ça pourrait permettre de faire des études de plus grande envergure. Finalement, l'intégration réussie du pharmacien demande à ce que les rôles et les attentes de chacun soient clairs et connus de tous. Et ça, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Puis finalement, la collaboration intra- et interprofessionnelle est facilitée par l'accessibilité et les contacts formels et informels réguliers
Donc, si le pharmacien est là, comme c'est le cas à l'heure actuelle, une journée par semaine, c'est peut-être pas l'idéal pour favoriser son intégration. Et en finissant, bien, le projet a eu une belle retombée. Une des retombées, c'est la publication du guide d'intégration d'un pharmacien dans un groupe de médecine de famille que vous pouvez obtenir en allant voir à l'adresse qui est mentionnée dans le bas. Et on pense que le modèle qu'on propose va permettre de favoriser l'intégration des pharmaciens dans les GMF, l'harmonisation des pratiques, le soutien des collègues, l'accès aux ressources cliniques, la continuité des services, puis la transférabilité à d'autres milieux. Et dans ce guide-là, on présente les 5 étapes d'une intégration réussie du pharmacien en GMF. Donc, vous pourrez aller consulter ces étapes-là dans le guide si ça vous intéresse. En terminant, bien, quelques petits remerciements. Tout d'abord à Réseau A Québec qui a subventionné la recherche et aussi au FRQS et à la Société québécoise d'hypertension artérielle pour leur contribution à mon soutien salarial. Et finalement, bien, à tous les patients, les professionnels qui ont donné de leur temps pour réaliser ce projet-là, puis aussi au CIUS de la capitale nationale, là, qui a vraiment été aidant, qui a soutenu le projet tout au long de sa réalisation. Donc, on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires aussi pour améliorer la discussion, l'interprétation des résultats, bien, ils sont les bienvenus. Et merci beaucoup de votre attention. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parfait. Donc, merci encore, Lynn, pour cette belle présentation. Merci aussi à Priscille. C'est super intéressant ce que vous avez présenté, très, très bien, bien présenté, super clair. Donc, je vais tout de suite maintenant inviter Marc-Claude à se joindre à nous pour avoir un peu sa réaction à ce que vous avez présenté. Donc, Sabrina, est-ce que vous pouvez faciliter ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, effectivement. Bon, ben, c'est ma première essai dans ce genre d'exercice, alors je me lance. J'ai lu justement le guide aussi qu'on a utilisé, nous, parce que moi, comme dans mon introduction, on m'a dit, je suis gestionnaire à l'hôpital de Montmagny, alors on a dans les derniers mois introduit des pharmaciens qui venaient aussi du CIUS dans le GMF de notre région. C'est sûr qu'on a consulté votre document pour savoir justement quel était le rôle, parce que ça reste encore très nébuleux. Fait que j'ai quelques petites questions peut-être sur bonifier ma compréhension, puis peut-être animer la discussion par le fait même. Le ministère Barrette a effectivement décidé d'avoir des pharmaciens communautaires dans l'offre, bien que plusieurs collègues qu'on voit dans différentes régions, que c'est des pharmaciens actuellement, des fois avec des maîtrises qui viennent des CIUS qui sont embauchés, comme ça a été le cas chez nous. Et le nombre de temps désigné pour les pharmaciens dans les GMF a été déterminé par le nombre de patients inscrits dans ces GMF. Est-ce que, moi je ne connais pas la grosseur des GMF, mais est-ce que c'est le même ratio qui est présentement en place dans les 4 GMF, UMF? Bien, vous avez vu, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Vous avez vu, c'est ça, il y avait 2 GMF, UMF où le pharmacien est passé de 3 jours à 5 jours. C'était des GMF très performants. Et les 2 autres, c'est passé de 0 à 3 jours. Donc, je ne connais pas bien la répartition des heures des pharmaciens là, selon le modèle du ministère, mais je pense que c'était des GMF qui étaient assez performants pour avoir un pharmacien autant de temps là, que ça. Ouais, OK, en fonction du nombre de patients inscrits. C'est bon. Puis, ben, c'est ça, l'autre question que j'avais un petit peu, puis la décision des critères d'inclusion, je ne sais pas d'où que ça vient, ça fait beaucoup de sens. Justement, pour essayer d'aider la discussion, la réflexion de comment ça se fait qu'on vous avez eu tant de patients, qu'il n'y en a pas eu tant d'éliminés que ça, mais qu'il n'y en a pas eu plus. Chez nous, entre autres, dans notre région, je sais qu'on a beaucoup de place en soins palliatifs pour les patients qui se trouvent gérés par les médecins de famille en GMF.
Ce qui fait que si je pense à ce type de patient-là, ben c'est sûr qui n'aurait pas rentré dans vos critères d'inclusion parce que des fois, ils n'ont pas nécessairement plusieurs classes pharmaceutiques ou plusieurs prises ou des critères de vulnérabilité, mais c'est plus comme un credo, en guillemets, que les médecins de famille ont dit on aimerait avoir le support du pharmacien pour ce type de clientèle-là. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont un petit peu de ce modèle-là qui étaient aussi en place du côté de Québec qui expliquerait un peu que il y a eu des consultations faites par des pharmaciens, mais qui ne rentraient pas dans ces critères d'inclusion-là. Une autre chose qu'on a un petit peu mis de l'avant dans notre secteur, c'est beaucoup les sorties d'hospitalisation. Je crois que je valide avec les pharmaciens qui sont là présentement, mais toute sortie d'hospitalisation est présentement regardée par le pharmacien à sa sortie ou quasiment. Fait que c'est sûr qu'encore là, peut-être que toutes les sorties d'hôpital sont peut-être pas pertinentes non plus là, à regarder. Mais c'est sûr que ça peut aussi dévier s'il y a ce genre d'entente entre guillemets entre le GMF et les pharmaciens pour favoriser le suivi de ces patients-là, ce qui ferait qu'ils ne tombent pas nécessairement dans vos critères. Bien, les critères, en fait, ont été décidés par les cliniciens. Donc, Lise Grenier-Gosselin, qui était là au départ dans le projet, avait discuté avec les milieux, puis c'est en discutant avec les médecins et aussi en discutant avec les gens du CIUS que ces critères-là ont été établis. Et ça visait vraiment à essayer d'avoir des clients qui pourraient bénéficier de l'intervention du pharmacien, donc des patients plus complexes. Mais je suis d'accord avec vous que peut-être que ces critères-là sont un peu stricts. Comme on voyait, on passait de 92 références, puis je pense que les gens n'ont pas nécessairement tous été rentrés non plus dans notre outil de collecte. Donc, il y a peut-être d'autres références qu'on a manquées là, qui n'ont pas été rentrées, de patients qui ne répondaient pas à ces critères-là, qui étaient quand même très, très limitants. Ça aussi, ça serait à voir, est-ce que ce sont les meilleurs critères? On a essayé de s'aligner avec les critères de vulnérabilité là, du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les médecins. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres critères qui seraient meilleurs. Et je pense que ça, c'est une limite vraiment de notre étude, d'avoir évalué spécifiquement ces patients-là. En même temps, je pense qu'il y a un côté bien en prenant les critères, on sait exactement quel type de patient qu'on regarde aussi. Là, on n'est pas trop large, mais en même temps, peut-être qu'au final, là, vous auriez aimé avoir plus de patients, fait qu'on les aurait fait moins larges en rétrospective, mais quand on le fait en avant, on se dit, ben ça va être ceux-là qui vont être les plus bénéfiques, c'est eux autres les plus vulnérables, les plus médicamentés et tout. Là. Puis on voyait qu'il y avait vraiment un impact là, à ce niveau-là, parce que on a été capable de trouver plusieurs problèmes reliés à la pharmacothérapie chez ces gens-là, puis on a été capable de voir que l'intervention du pharmacien avait un impact justement parce qu'on partait on partait de loin. Savez-vous si la rencontre du patient avec le pharmacien devait être physique ou ça pouvait être aussi téléphonique dans le pratico-pratique? C'était souvent téléphonique la première rencontre. C'est pas parce qu'au départ, moi je pensais là, que la façon que ça se faisait, que le patient envoyait son médecin et puis que le médecin envoyait tout de suite voir le patient par le pharmacien. Mais c'est pas souvent le cas. Là. Souvent, le patient est rencontré, puis plus tard, il y a une demande de référence qui est faite au pharmacien. Et là, le pharmacien communique avec le patient, mais souvent, cette première communication-là a lieu par téléphone. Et des fois, il est rencontré aussi en personne. Il y avait des deux. Okay. Ben, nous aussi, au début, on ne savait pas le temps ou le besoin d'un bureau en guillemets privé dans le but justement que le pharmacien a rencontré beaucoup de patients. On se rend compte un petit peu, mais on n'a pas autant d'historique que vous, là, que ça finit souvent par téléphone, que c'est souvent en 2 temps. Le patient il était venu voir son médecin, le pharmacien, des fois, c'est sa journée qui est là, qui n'est pas là. Alors, on se rend compte souvent que le téléphone arrive quand même souvent. La source quand même efficace, qui n'ont pas besoin nécessairement de déplacer le patient. La petite dernière chose que j'aurais remarqué, puis je ne le sais pas non plus, c'était par rapport au PRP qui n'était pas nécessairement suivi ou suggéré par le pharmacien, mais non appliqué par le médecin. Je me demandais, puis ça on ne le sait pas, probablement pas non plus, si c'était, j'appelle ça des décisions sensibles, dans le sens que un patient prend un médicament pour l'Alzheimer, théoriquement, il est rendu qu'il ne code plus ou il est sur la limite de plus coder pour prendre la médication, donc c'est plus pertinent de donner. Mais quand on arrive avec la famille, c'est pas tout, des fois, c'est sentimentalement attaché. Il faut quand même faire un cheminement avec la famille, fait que c'est pas aussi évident.
ou un niveau de soins qu'on descend en disant, bon, il s'en va plus vers un soin de confort, on arrête les préventions primaires, secondaires, en fin de compte, la famille n'est pas rendue là, on n'est pas prêt à mettre ça en place. C'est pas juste des fois peut-être la non-volonté du médecin de l'appliquer, mais il y a aussi le côté des fois sentimental où on en est rendu dans la discussion. Oui, tout à fait. La déprescription, c'est un sujet de recherche en soi. Là. Il y a plein de problématiques, justement. Puis l'autre chose que moi j'ai pensé par rapport à ça, c'est peut-être aussi parce que l'indication, le pharmacien ne voyait pas nécessairement l'indication, la pathologie en lien avec le médicament, donc il jugeait que c'était un médicament non nécessaire, mais peut-être que c'était tout simplement parce que la pathologie n'avait pas été rentrée au dossier. Là. Il y a de ces cas-là aussi probablement qu'il y a eu une intervention qui a été faite, mais qui n'était pas pertinente parce que c'était une information qui manquait tout simplement au dossier. C'est bon. Non, mais c'était... Merci, ça donne des données qu'on n'avait jamais. En tout cas, moi, j'ai pas lu grand-chose avant de très solide comparé à ce que vous présentez. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu participer. Bien, merci beaucoup à vous. Oui. Merci Marc-Claude. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est une question que j'avais pour vous quand on vous demande d'intervenir un peu comme ça, comme gestionnaire qui est en interface avec les GMF. Qu'est-ce que vous retenez vraiment de l'étude de Lynn? Qu'est-ce que ça donne comme information? C'est aussi le guide qui a été comme un peu créé à partir de ces données-là. Qu'est-ce que vous reteniez vraiment comme message clé qui se dégage de cette étude? Ben, ça donne une idée claire sur le fait qu'il y a un bénéfice, même si on est vendu. Je veux dire, en plus que je suis pharmacienne, on n'a pas besoin de me vendre. Je suis convaincue du bien fondé de la place du pharmacien là. Mais comme on dit, ça donne aussi un credo de type de patient peut-être à cibler aussi pour avoir le maximum de bénéfices. Parce qu'au début, on dit, bon, on va y aller, un peu comment on pense que ça doit fonctionner, mais éventuellement, on va vouloir s'affiner pour être là où c'est le plus pertinent d'être avec le temps. Parce qu'à un moment donné, des fois, les demandes se met un peu à multiplier. Au début, les gens ne savent pas trop le rôle, ne conseillent pas trop, mais à un moment donné, quand ça vient, que ça déborde, il faut que ça rentre dans une limite de temps. On vient qu'on veut se retourner vers l'essentiel. Ça nous donne un peu ça me donne une idée qu'il faut quand même rester concentré sur nos cas lourds, pas s'échapper sur quelque chose qui pourrait aller justement au pharmacien communautaire ou juste parce qu'on est proche, on a une bonne collaboration, on se met des fois peut-être à gérer quelque chose qui oui, on peut bien gérer, mais que c'est peut-être pas la bonne place. Pour l'instant, c'est pas un enjeu, comme je dis, parce qu'on est encore un peu dans les débuts de l'interprofessionnalisme. Il y a aussi le fait, les données sur les collaborations sont intéressantes aussi. Le fait que, il y en a qui c'était quand même plus récent, l'introduction du pharmacien, alors que d'autres avaient un petit peu d'historique. Par expérience, puis il n'y a rien de scientifique là-dedans, on sait que ça prend souvent du temps. Puis, on finit par savoir que ça va se développer puis qu'il y a un bien fondé, fait que ça va, en se donnant les bons outils et en essayant de définir les rôles le plus souvent possible pour que ça devienne de plus en plus clair, ça l'aide des deux parties pour favoriser le patient là-dedans, mais aussi la collaboration entre les deux. Fait que je dirais que c'est un peu ça, cibler les patients pertinents, donner une piste quand on s'en va dans un néant de secteur qu'on ne connaît vraiment pas, c'est ça. Puis savoir les expériences des autres, là, on est un petit peu tous à la recherche un peu de ce qui se fait ailleurs, comment ils ont essayé, leurs bons coups, leurs moins bons coups. Puis là, avoir des chiffres, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose, de ramasser avec rigueur aussi. Parfait. Merci beaucoup, Marc-Claude, pour ces interventions-là. Donc, on va ouvrir la période des questions pour tout l'ensemble des participants qui sont avec nous au webinaire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions de deux manières. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez votre main », puis comme ça, on va vous donner la parole. Puis, vous pouvez aussi poser vos questions par écrit. Donc là, je suis en train de regarder les différents participants, puis je vois qu'il y a une question de la part d'Alexandre Lahaye. Donc, s'il vous plaît, Sabrina, est-ce que vous pouvez lui donner la parole, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, parfait. En fait, donc je me présente Alexandre Lahaye, je suis pharmacien au GMF des Faubourgs à Montréal. Je suis affilié au Sud, Centre-Sud, donc je travaille à l'hôpital de Verdun. Je fais partie du regroupement des pharmaciens experts en gériatrie de la PES également. Puis, bon, je me suis retrouvé un petit peu en GMF, étant donné que, un peu comme dans d'autres endroits, les GMF ont fait appel aux pharmaciens d'établissement pour X raisons. On commence à intégrer un peu la prise là, dans les GMF. Puis j'avais en fait deux questions, puis une clarification pour Marie-Claude en même temps, parce qu'elle a abordé un sujet où que je suis confronté fréquemment. Fait que pour la déprescription,
À travers mon expérience, souvent les médecins qui n'acceptent pas de prescrire des médicaments, c'est parfois parce qu'ils ont été initiés par des spécialistes, puis eux-mêmes, ils ne sont pas trop sûrs de comprendre pourquoi. Puis des fois, on peut s'entendre sur le fait qu'on les juge probablement pas nécessaires, mais qu'ils vont refaire une référence aux médecins spécialistes. Donc ça, c'est une des réalités qu'on a. L'autre réalité, c'est que des fois, les patients tiennent mordicus à certains traitements, puis bien qu'on a jugé qu'ils n'étaient pas nécessaires dans leur dossier, ils n'ont pas voulu les enlever. Là. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas le documenter dans le dossier MAIR. Ben, nous, on utilise MAIR, mais dans le dossier du patient, ce qui fait que c'est dur de valider pourquoi. L'autre chose que je me demandais, c'est est-ce que les GMF universitaires, parce que est-ce qu'il y a une subvention autre que ceux du GMF? Parce que pour l'instant, dans le GMF des Faubourgs, on a 24 médecins, 14 000 inscriptions à peu près, puis ça me donne un temps de 2 jours semaine, ce qui n'est pas énorme. Là. Je me demandais si, par expérience, en tant que gestionnaire ou autre là, qui participe à la conférence, s'ils savaient un peu plus là-dessus. Donc, Lynn, est-ce que tu veux réagir en premier, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on a vu là, que les UMF s'est passé de 3 jours à 5 jours, c'est parce que les 3 jours étaient payés et ça va peut-être être remis en cause là, prochainement, d'ici au 31 mars. Il y avait des fonds spécifiques pour les UMF pour ce qui est de l'enseignement aux résidents en médecine. Donc, l'ajout, c'était vraiment l'ajout pour la section GMF. Fait que c'est ça, ça représente à peu près 2-3 jours là, quand on est un GMF performant. Le reste, c'était pour la section UMF. Merci. Et est-ce qu'il y avait une clarification pour Marie-Claude? Marie-Claude, est-ce que tu veux réagir rapidement à ce qu'il a dit Alexandre? Je ne sais pas exactement pour le U, j'avais comme notion, ben c'est pas un GMFU qui est dans mon secteur, mais j'avais la notion que le guide ministériel du GMF était pareil pour un GMF ou GMFU. C'était vraiment le nombre d'inscriptions, mais je suis peut-être en tort vu que je ne me suis pas penchée sur la question du fameux U dans la balance du nombre de temps pharmacien, là, vu que ça me touchait pas. OK. Alexandre, est-ce que ça répond à votre question, à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres clarifications que vous aimeriez partager avec nous? Non, ça convient. J'avais les mêmes notions que ce soit GMF ou GMFU. Bref, c'était la même subvention. Là. Ça répond. OK. Merci. Merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Lynn, je suis vraiment très intéressé par cette relation que vous avez faite entre les types de problèmes, puis quelles sont les recommandations qui sont acceptées ou non acceptées par les médecins. Puis, vous avez discuté un peu de certains qui sont un peu moins acceptés, surtout ceux qui touchent au surtraitement. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ça? On voit que la polypharmacie, c'était vraiment quelque chose sur lequel les médecins ont besoin de l'aide. Mais à quelque part, si les pharmaciens, eux, font des recommandations à ce sens-là, puis ils ne sont pas nécessairement acceptés, aide-nous à comprendre un peu ce phénomène-là. Bien, Marc-Claude l'a un peu expliqué, là, c'est vraiment souvent, c'est ça, c'est des pressions, soit du patient lui-même, soit le médecin, comme Alexandre le disait, lui-même ne sait pas pourquoi le traitement est là, il pense que ça a été ajouté par un spécialiste, donc il ne veut pas jouer là-dedans. Fait qu'il y a toutes ces problématiques-là quand vient le temps de cesser un traitement, la famille ou le patient n'est pas prêt non plus si on est rendu à une étape de la vie où est-ce qu'on devrait cesser les traitements de prévention. Il y a des collègues à moi, Caroline Sirois puis Edeltraut Kroger, qui, je ne sais pas si Edeltraut est sur la ligne, elle est inscrite, mais qui travaille spécifiquement là, sur la polypharmacie puis la déprescription. Fait que ça serait peut-être intéressant de faire un webinaire spécifique là-dessus parce qu'il y a vraiment un grand champ de recherche là, qui s'est mis en branle dans les dernières années, là, qui vise spécifiquement cette problématique-là de déprescription. Puis je pense que le GMF, et le pharmacien en GMF, c'est une bonne personne pour ça parce que il n'y a pas le lien, si on veut dire, de vendeur là, qui est parfois associé au pharmacien d'officine. Le pharmacien d'officine, il peut être salarié puis il peut être propriétaire. Et des fois, ben, il y a une
pression peut-être à vendre des médicaments, ce que le pharmacien en GMF n'a pas. Donc, va peut-être faire plus de recommandations spécifiques pour cesser des traitements. OK. Merci beaucoup. Là, il nous reste à peu près 3 minutes au webinaire. Est-ce que, Lynn, vous voulez que Mejda intervienne fait un point? Elle aura peut-être une minute pour partager un peu sa réaction à la présentation puis aux commentaires de Marc-Claude. Je ne sais pas si tu voulais réagir, Majda. Je parle vraiment quelque chose en tête, mais pour la description des médicaments, on disait aussi parfois peut-être le médecin ne pourrait pas décrire, éliminer carrément un médicament, il fallait passer par des procédures de diminution de dosage. Oui, c'est vrai. Ce que Majda disait, c'est que pour les problèmes reliés à la pharmacothérapie spécifique à la cessation d'un traitement, parfois, on ne peut pas cesser tout de suite le traitement comme tel. Il faut passer par des étapes là, de diminution de dose. Il y a peut-être cet aspect-là aussi qui n'est pas tenu en compte. Là. OK, parfait. Donc, en tout cas, c'était super intéressant. Donc, je vais vous remercier tous encore une fois pour la présentation. Merci Marc-Claude pour vos interventions. Donc, je vais vous donner quelques informations avant de fermer le webinaire aujourd'hui. Donc, notre prochain webinaire aura lieu le 17 mars à midi, comme prévu. Sauf qu'on est en train de régler certains détails sur notre présentateur. Donc, ce serait à confirmer pour la personne en particulier, mais le webinaire devrait avoir lieu à cette date-là. Tous nos webinaires sont accrédités, donc si vous avez besoin de vos crédits de formation, s'il vous plaît, nous contactez Sabrina Gay-Bélanger ou Daniel Shermer, puis ils vont faire les démarches nécessaires pour vous. Je vous invite à devenir membre aussi du réseau 1, si ce n'est pas le cas. Puis aussi de partager vos impressions de ce nouveau format qu'on expérimente aujourd'hui avec une troisième invitée ou une deuxième invitée qui va réagir à la première présentation. S'il vous plaît, laissez-nous savoir si c'est quelque chose que vous avez apprécié ou pas. On est très intéressé à faire l'apprentissage continu puis de mieux faire dans le futur pour vous. Donc, s'il vous plaît, soit contactez le courriel que vous voyez sur la diapo ou sinon contactez Sabrina Gay-Bélanger pour qu'on peut récolter vos impressions. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très belle journée puis un bon week-end. Merci, bye bye.